depuis franchement, dans ma vie, moi je le vois depuis 5, 6, 7 ans, très souvent, on a des cas de diabète devant lesquels on se pose la question. Et je suis bien contente d'être arrivée avant la fin de la conférence précédente, parce que vraiment, des diabètes de type mitochondrial, ça existe. Des diabètes de type maudit, ça existe chez nous. Malheureusement, on ne fait pas de diagnostic parce qu'on n'a pas de laboratoire. Ils nous font la génétique. Des diabètes de type 2, ça existe. Donc on examine bien, on prend le poids, la taille, on calcule le BMI. Et chez les adolescents et chez les enfants, on met ça sur une courbe de corpulence. C'est pas comme chez l'adulte, on prend le BMI tel quel. Donc le BMI, on le met sur une courbe de corpulence par rapport à l'âge, par rapport au sexe, et on voit s'ils sont en surpoids ou en obésité. Tout ça, c'est un facteur de risque pour le diabète de type 2. On regarde s'ils n'ont pas un acanthosis nigricans. Et on trouve chez les filles le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, et parfois, moi j'ai eu il y a 2 ans une fille que j'ai suivie depuis de longues années. Pour moi, c'était un diabète de type 1. Elle a commencé son diabète à l'âge de 7-8 ans. Et puis, arrivée à la puberté, elle développe comme ça une hypertrichose. Et puis, on n'examine pas tout le temps les diabétiques quand elles vont en consultation. Mais on les voit, pour ne pas les déranger, on ne les découvre pas à chaque fois. Mais une fois par an, moi j'ai comme principe de faire un examen complet, sauf indication, si on suspecte une vulvite, bien sûr qu'on examine. Et donc là, on avait vu l'hypertrichose, et on a fait le bilan, et on a trouvé donc que c'était une hyperandrogynie et un syndrome des ovaires polykystiques. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment un diabète de type 1 ou autre chose qui a commencé donc très jeune. Donc la prise en charge dont on va parler maintenant, c'est la prise en charge du diabète de type 1. Et le diabète de type 1 auto-immun est beaucoup plus fréquent que le diabète de type 1 non auto-immun. C'est de l'ordre à peu près de 90-95% par rapport au diabète non auto-immun. La prise en charge est multidisciplinaire. Vous voyez bien, on ne peut pas prendre son bâton de pèlerin tout seul et se dire je vais soigner le diabétique. Il faut s'entourer de beaucoup de personnes. Il nous faut des infirmières, c'est très important. Et il faut les former. Comme vous êtes formés aujourd'hui comme ça, les infirmières aussi doivent apprendre le diabète, les problèmes, l'étiologie, les complications. Et c'est comme ça qu'elles vont faire du bon travail par la suite. Les diététiciennes, les diététiciens, il faut en avoir, mais quand on n'en a pas, on fait soi-même beaucoup d'éducation dans l'alimentation. Et le psychologue, ou la psychologue, qui ne doit pas être un psychologue comme ça, qui doit absolument connaître le diabète, travailler avec le médecin qui fait la consultation. Parce que s'il n'est pas présent, s'il ne comprend pas, s'il ne saisit pas les problèmes que pose le diabète, si les patients ne le voient pas au sein de l'équipe médicale, eh bien les patients ne vont pas lui faire confiance. Et le psychologue ne va pas pouvoir faire du bon travail. Comme c'est une maladie où il y a une carence en insuline, le traitement va se baser sur l'insuline évidemment, avec comme objectif principal d'aboutir à un bon équilibre métabolique pour éviter les complications. Le traitement, donc on va avoir l'insulinothérapie avec l'autocontrôle glycémique évidemment, et l'adaptation des doses. Donc on va apprendre aux patients à gérer les doses d'insuline. Il y a quelques règles diététiques, vous allez voir, qu'il faut absolument connaître, en sachant, et ça c'est une règle de base, que dans le diabète de type 1, on adapte l'insuline à l'alimentation et pas l'inverse. Ce sont des enfants qui sont en croissance, ils doivent manger normalement et on adapte l'insuline à leur repas. Une activité physique, c'est important, psychologiquement, pour brûler un petit peu ses sucres, mais ce n'est pas la base du traitement, comme ce n'est pas selon les mêmes principes que dans le diabète de type 2. Et puis l'éducation thérapeutique, évidemment, ça va de soi, c'est peut-être la maladie par excellence dans laquelle l'éducation thérapeutique est importante. Je me demande même si ce n'est pas avec le diabète que l'éducation thérapeutique est née. Voilà. Alors, on a des objectifs généraux. Il faut lutter contre l'hyperglycémie. Je pense que M. Malek va vous donner une photocopie de tout, je pense. Voilà. Donc, il faut lutter contre l'hyperglycémie. Évidemment, c'est l'ennemi numéro 1. Et c'est un combat de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que les diabétiques se lassent parfois. L'objectif de l'hémoglobine glyquée en pédiatrie, selon les recommandations de l'ISPAD. L'ISPAD étant
C'est ce que je viens de consommer? Merci. Donc, on doit, donc pour les enfants, obtenir une hémoglobine glyquée de moins de 7,5%, éviter les hypoglycémies sévères ou répétées, éviter les acidocétoses parce qu'on peut les prévenir en cherchant les cétone justement, et s'assurer qu'on a une croissance naturo-pondérale normale. Alors, je vous mets ici juste pour vous rappeler la sécrétion physiologique de l'insuline. Et là, on va comprendre après, quand on va faire par exemple un schéma par le basal-bolus, pourquoi. À l'état physiologique, on a une sécrétion de base qui est constante mais qui n'est pas très importante, sur laquelle on va avoir des sécrétions prandiales. Vous voyez qu'elles montent en flèche et qu'elles descendent tout doucement, et elles couvrent à peu près 3 à 4 heures. Voilà, ça c'est ce qui se passe à l'état physiologique. Là, ce sont les objectifs, on en a déjà parlé. Alors, je vous les donne ici, c'est beaucoup plus simple. Même si l'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 7,5%, dans la vie de tous les jours, on n'a pas les mêmes exigences envers un nourrisson qu'envers un adolescent. Vous voyez, par exemple, les glycémies à jeun, chez un nourrisson, on va accepter entre 0,90 et 1,20, alors que chez un adolescent, on va être un petit peu plus exigeant. Donc, vous aurez ça dans votre cours. Et avant le coucher, c'est pas bien sorti ici, ça veut dire à jeun, en postprandial et au coucher. Je suis désolée, je n'ai pas fait attention, c'est écrit en blanc sur le bleu. Donc au coucher, chez les nourrissons, on souhaite que la glycémie soit supérieure à 1,50. Chez les enfants d'âge scolaire, supérieure ou égale à 1,40. Si elle est trop basse, on leur donne une collation avant de dormir. Mais chez les adolescents, on peut dormir à 1 gramme, 1,20 gramme. Il n'y a pas de problème. Les doses initiales sont autour de 1 unité par kilo et par jour, mais quand on commence par une acidocétose ou bien au moment de la puberté, on peut requérir des doses beaucoup plus importantes. On peut même parfois aller à 1,8 voire 2 unités par kilo, surtout quand il s'agit d'une adolescente par exemple. Alors ici, vous avez juste un rappel des insulines qui sont utilisées, je devrais dire, au lieu de dire en pédiatrie, je devrais dire dans le diabète de type 1. Ici, ce sont les insulines humaines. Vous voyez, ce sont des insulines classiques. La rapide commence au bout de 20 minutes avec un maximum en 2 heures, une durée d'action de 6 à 8 heures. Et la MPH, les intermédiaires, qui commencent 1h30 après avec un maximum en plateau un petit peu entre 4 à 6 heures et une fin d'action de 12 à 16 heures. Et puis maintenant, nous avons les analogues, juste pour que vous vous fixiez bien les choses, les analogues qui commencent au bout de 5 à 10 minutes avec un maximum très rapide en 30 minutes et une durée d'action en moyenne de 4 heures. Ça, il faut bien connaître ces délais, parce que quand vous faites un basal-bolus, vous allez comprendre que, vous voyez, ici, on peut se piquer juste avant de manger. Le maximum est atteint en 30 minutes, ça veut dire qu'on va éviter d'avoir des hyperglycémies postprandiales, puisque le maximum d'action de l'insuline est très rapide. Et puis, vous avez ici les analogues blancs. On dit qu'elles agissent en plateau, mais en fait, la détenir quand même donne un petit pic et a une durée d'action en réalité un petit peu plus courte que la glargine. Alors, dans le DT1, on peut utiliser une insulinothérapie conventionnelle à 2 injections par jour, voire à 3 injections. Il ne faut pas cracher sur ce schéma ancien. Il y a des enfants qui marchent très très bien avec ce schéma. J'ai eu des parents qui m'ont dit, nos enfants sont bien, ils ont une bonne hémoglobine glyquée, on leur fait une piqûre le matin, on leur fait une piqûre le soir, on utilise des stylos et on est content parce que dans la journée, on ne peut pas faire d'autres injections. Donc c'est un schéma qu'il ne faut pas rejeter, il est toujours valable. On utilise un mélange de rapide et de MPH. Les 2 tiers de la dose sont donnés le matin et le 1 tiers est donné le soir. Et quand on utilise ce schéma, on fait une adaptation surtout rétrospective en regardant les glycémies antérieures ou alors anticipatoire. Par exemple, quand on sait qu'on va faire un repas copieux, on va augmenter les doses. Quand on sait qu'on va faire du sport, on va diminuer les doses et ainsi de suite. Ou alors, on utilise un basal-bolus avec un analogue blanc que l'on va faire préférentiellement au coucher, mais on peut faire ça à un autre moment de la journée. En général, c'est 40% de la dose. Et des bolus prandiaux avec un analogue rapide, en tenant compte de la teneur en hydrates de carbone du repas et de la glycémie qui précède le repas. Mais nous, en pédiatrie, on fait très souvent 5 injections par jour parce que les enfants font 4 repas.
le repas le petit déjeuner, le repas de midi, un goûter l'après-midi, le repas du soir, et la basale la nuit, ce qui leur fait 5 injections par jour. La dose de basale, qui est donnée donc à la même heure, et correspond à 0,35 à 0,40 unités par kilo, et il faut savoir que la basale assure la stabilité glycémique durant la nuit. Quand on calcule bien la dose de basale, elle ne va pas baisser la glycémie, elle va la baisser un petit peu, mais son rôle n'est pas de baisser la glycémie, elle va nous transporter durant la nuit. A l'inverse, les doses de prandial vont être ajustées selon la teneur en hydrate de carbone du repas, la glycémie préprandiale, mais parfois aussi les glycémies postprandiales et l'activité qu'on va avoir après le repas, évidemment. Voilà. Alors, on peut calculer, quand on utilise un analogue rapide et quand on fait un schéma basal-bolus, on peut calculer ce qu'on appelle la dose de correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand dans la journée j'ai une glycémie élevée, je me corrige, je m'injecte de l'insuline rapide, un analogue rapide, pour corriger ma glycémie, pour ne pas persister avec une hyperglycémie. Et donc, soit je prends ma dose totale de la journée, je divise 18 par cette dose totale, et je vais trouver de combien une unité d'insuline va me faire baisser ma glycémie. Si c'est trop compliqué, on va dire aux patients, en gros, que pour baisser la glycémie de 1 gramme, suivant la sensibilité qu'on a à l'insuline, on va avoir besoin entre 1 unité et 3 unités. En moyenne, il nous faut 2 unités. Mais il y a des gens qui sont très sensibles à l'insuline, donc il leur faut une très petite dose pour baisser la glycémie de 1 gramme, c'est le cas des nourrissons par exemple. Et à l'inverse, vers la puberté, si elle fait des infections, on a une petite insulinorésistance, on a besoin de plus, on a besoin de 3 unités pour baisser de 1 gramme. Voilà. Pour faire un basal-bolus, il faut quand même être discipliné, il faut être prêt à faire plusieurs injections et plusieurs glycémies, il faut participer à des séances d'éducation spécialement conçues pour le schéma basal-bolus. Il ne faut pas oublier de faire ces injections, il faut apprendre les notions de diététique et il faut que les parents soient impliqués. Voilà. Alors, en pratique de traitement du diabète, je n'ai pas parlé des pompes parce qu'il y a très peu de centres en Algérie qui les utilisent, mais il faut savoir que la première indication des pompes, c'est chez les nourrissons parce qu'ils ont un diabète instable. En deuxième lieu, chez les femmes enceintes, évidemment, parce qu'il faut qu'elles aient un équilibre parfait. Puis chez les adolescents aussi, mais il faut savoir que beaucoup d'adolescents préfèrent ne pas porter une pompe tout le temps. Voilà. Sinon, on utilise un basal-bolus, et quand on ne peut pas faire un basal-bolus, on fait un schéma conventionnel. Voilà. Juste avant de finir, pour ce qui est de la diététique, je dis bien, normalement un diabétique devrait avoir une alimentation normale. Il faut savoir que quand on fait un schéma conventionnel, on a des contraintes. Donc on a des repas à heure fixe pratiquement, pour ne pas avoir de variation d'un jour à l'autre. Et il faut bien expliquer aux parents, justement, qu'entre aujourd'hui, demain, après-demain, il faut toujours avoir la même composition des repas, c'est-à-dire 50% de légumes et de fibres et 50% de glucides. En gros, si on a un repas par exemple qui contient que des glucides aujourd'hui et demain à la même heure j'ai un repas qui contient très très peu de glucides, je vais avoir un facteur supplémentaire de variation glycémique qui va me rendre le traitement très difficile. A l'inverse, dans un basal-bolus, on peut faire ça, puisque avant chaque repas, je vais calculer ma dose d'insuline. Donc je peux manger aujourd'hui une pizza, demain juste une salade, et donc je peux absolument faire ça. Et dans un basal-bolus aussi, on peut changer les horaires de repas, il n'y a pas de problème. Voilà, ça par exemple, c'est un exemple par exemple au petit déjeuner, où on a besoin de 2 unités pour 10 grammes, pour certains patients 1,5 unités. Ça, ce sont des choses qui ont été déterminées par des épreuves de jeunes glucidiques qu'on ne fait pas toujours en pédiatrie, mais qui sont faites chez les adultes quand on veut faire de l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc au petit déjeuner, par exemple, j'ai besoin de 2 unités pour 10 grammes. On voit avec le patient qu'est-ce qu'il a comme petit déjeuner dans ses habitudes, par exemple, et on prend les quantités de ce qu'il prend, on voit la teneur en hydrate de carbone et on voit la correspondance en insuline. Par exemple, s'il prend un croissant,
ça lui donne 30 grammes de glucides, il lui faut 6 unités. S'il prend un grand bol de lait, il lui faut 10 grammes. Un grand bol de lait, ça correspond à 10 grammes de glucides. Et voilà. Et de cette manière, on apprend, dans des séances d'éducation particulières, on apprend aux enfants, aux adolescents et à leurs parents à calculer les hydrates de carbone pour bien faire leur schéma basal-bolus. Voilà, ça c'est un exemple de repas, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir ça dans votre cours. Nous on fait dans le service, on a des feuilles de repas sur lesquelles il y a la teneur en glucides de différents aliments, mais il y a plein de patients qui cliquent sur internet et qui trouvent plein de choses là-dessus. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. L'activité physique c'est très important, s'il vous plaît, les médecins généralistes ne donnaient pas de dispense aux diabétiques de type 1, sauf s'ils ont vraiment une raison valable d'être dispensés d'activité physique, ça peut se voir. J'ai fait la semaine dernière 2 dispenses, pas pour un pour un diabétique et l'autre c'était pas un diabétique, parce qu'ils avaient des problèmes sérieux, un bloc de branche, des choses comme ça, vous voyez, donc là on fait, mais sinon on ne fait pas. Voilà. L'éducation thérapeutique, je n'insiste pas dans le cours, mais j'insiste dans la vie de tous les jours. C'est indispensable, c'est vraiment un pilier fondamental du traitement. On apprend aux patients tout en ce qui concerne le diabète, quel que soit le schéma thérapeutique qu'ils vont avoir. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que l'hypoglycémie. Voilà, juste là, par exemple, c'est un modèle de cahier que l'on fait, que l'on donne aux enfants qui ont un basal-bolus. Vous voyez, par exemple, ils ont ils ont la glycémie du matin, du réveil, qui a la même couleur que la basale qu'ils ont fait avant de dormir, pour qu'ils comprennent bien que la glycémie du réveil me renseigne sur l'efficacité de la basale. Et puis, la rapide de midi, je vais la tester par la glycémie. La rapide du matin, je vais la tester par la glycémie de midi. La rapide de midi, je vais la tester par la glycémie de 16 heures, et ainsi de suite. Et donc, les patients comprennent bien. Par exemple, aussi, quand on fait sa glycémie de 22 heures, ça n'a aucun lien avec la basale de 22 heures, mais elle me renseigne sur la dose de rapide que j'ai fait avant le dîner. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure, on corrige la dose de basale par rapport à la glycémie du réveil. Mais si je dors avec une glycémie à 3 grammes, j'ai des chances de me lever le matin avec une glycémie élevée. Donc la glycémie du matin, en fait, elle dépend aussi de la glycémie du coucher. La glycémie du coucher, elle dépend de la dose que je vais utiliser avant mon dîner, mais elle dépend aussi de la glycémie d'avant le dîner. Vous avez un petit peu le phénomène des dominos. Ça, il faut bien comprendre quand on fait un basal-bolus. Donc, il faut tenir compte, en fait, il ne faut pas, si j'ai une hyperglycémie à 19h et que je ne calcule pas bien ma dose du dîner, je vais avoir une hyperglycémie au coucher, je risque d'avoir une hyperglycémie le lendemain. Voilà, merci.